qui est un coach cartésien qui ose écouter ses intuitions et travailler à partir de ses impatiences. Il essaie de réveiller le mojo collectif des équipes qu'il a la chance de coacher. À partir de la méthode développée avec Paul, il aime révéler les talents cachés, favoriser l'authenticité, transformer les galères en opportunités et viser la profondeur sans se prendre trop au sérieux. Voilà pour Franck. Et pour Paul, il sévit dans le coaching depuis 30 ans, ne sachant pas à l'époque que le coaching était plutôt un métier de seconde partie de vie professionnelle. Et donc avec Franck, depuis 18 ans, il développe le coaching de l'énergie dans l'école de coaching d'équipe Énergie, du même nom, qu'ils ont fondé ensemble. Et concernant leur métaphore, la métaphore qu'ils ont choisie est celle du fou du roi, le joker de l'équipe. Pourquoi le fou du roi, le joker de l'équipe, il a un pied dans le jeu et un autre hors du jeu, comme le fou, le 22e arcane du tarot de Marseille. Je ne suis pas familier de ce jeu-là, mais c'est ça. Son rôle est de décadrer le client pour enrichir le cadre de référence du client afin de lui permettre de s'ouvrir au changement grâce à de nouvelles perspectives. Et toujours pourquoi le fou du roi et pourquoi le joker, il est pour Paul et Franck l'emblème de l'impertinence respectueuse et de la liberté du coach qui sort le client du champ de sa pertinence antérieure. Merci pour cette jolie métaphore. Vous avez dit tout ça. Ouais. Merci pour cette jolie métaphore et je vous laisse la main pour cette dernière intervention. Vous aurez la main à la fin pour les dernières questions aussi suite à leur présentation. Merci à tous les deux. On vous écoute. Merci. Alors, il y a des slides sur lesquels on va pouvoir passer vite parce qu'il y a déjà plein de choses intéressantes qui ont été racontées aujourd'hui. L'idée, c'était de faire le lien avec la thématique de la journée, avec les sujets qui ont été développés. On a beaucoup parlé, et c'était passionnant ce matin, d'organisation, désorganisation, de l'organisation, avec toutes les nuances subtiles autour de cette notion-là. Et on a aussi parlé des individus. Et du coup, là, on va vraiment se centrer sur... Quand Roderick nous a demandé quel thème on aimerait développer, on s'est dit, tiens, on travaillait sur cette question, est-ce que l'équipe ne serait pas le maillon manquant dans cette chaîne-là? Et c'est là-dessus qu'on a décidé d'intervenir cet après-midi. Tous les deux. Alors voilà, ça on va pas revenir, on a bien compris, les entreprises, elles sont sous haute tension, ça a largement été développé ce matin. Et dans le même temps, on a des individus qui aspirent à reprendre la main sur leur vie. Y arriveront-ils? Y arriverons-nous? Probablement qu'il y en a beaucoup dans la salle ici qui ont décidé de reprendre la main sur leur vie le jour où ils ont changé de job et qui sont devenus coachs. C'est une des manières, on va espérer quand même que ça ne sera pas la seule manière de changer et de reprendre la main sur sa vie, sinon on va être nombreux sur le marché. Et donc il y a une espèce de fossé qui se creuse et il y a des tensions qui s'exercent de plus en plus fort, mais ce n'est pas une nouveauté. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier ces positions antagonistes? Eh bien, il y a plein de façons de le faire, hein. La quête de sens, moi j'ai 58 ans, j'ai passé toute une première partie de ma carrière dans des entreprises et j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler de la quête de sens depuis que je travaille, c'est-à-dire depuis à peu près 40 ans. Non, peut-être pas quand même, pas tout à fait 40 ans, mais pas loin. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas important, hein. Ça veut dire simplement que ça ne règle pas tout. Ça reste à mon avis un sujet permanent. La bienveillance, bien veiller sur, alors avec toute la polémique autour de ce mot, tarte à la crème s'il en faut, et qui pourtant, s'il y avait un mot noble à retenir, ça serait quand même sympa de retenir celui-là. L'imminence d'une catastrophe, alors ça peut peut-être nous servir. On se demande s'il ne va pas falloir en arriver là pour que effectivement le collectif reprenne ses responsabilités, mais ça a aussi été évoqué ce matin sur le coaching de la société, le coaching du monde. Et après le coaching individuel, d'équipe, d'organisation, peut-être qu'on y arrivera, ça viendra. Et en même temps, peut-être que de ne jamais avoir été aussi près du mur peut peut-être aider un certain nombre d'organisations à prendre conscience, et je pense qu'elles le font. Certaines ne le font absolument pas, mais d'autres le font, mais ne savent pas bien comment s'y prendre. C'était intéressant dans le témoignage qui nous était livré juste à l'instant de voir qu'au bout d'un certain nombre d'années de la démarche, pour aller plus loin, on franchit ce pas de la réflexion sur la RSE, y compris dans des métiers agricoles où on sait bien que c'est une question fortement polémique. Ou alors, et on le voit arriver un petit peu en ce moment, la tendance de se dire finalement tout ça, ça fait un peu... peut-être qu'on perd beaucoup de temps, donc retour du cadre et de la discipline, peut-être que c'est ça qui va nous sauver. En tout cas, je pense qu'on est en train de voir émerger un certain nombre de leaders, notamment politiques, qui aimeraient bien que tout se règle par ça, par le cadre et par la discipline. Alors nous, enfin toi d'ailleurs maintenant, oui.
Alors dans ce contexte finalement de tension dont on pourrait facilement tirer des caricatures, la question c'est est-ce qu'il y a un chaînon manquant entre l'individu dont on a vu qu'il avait des aspirations personnelles émergentes, un peu nouvelles, notamment avec les nouvelles générations, et puis l'entreprise qui se rigidifie sur ses principes d'expansion, de croissance et de réduction d'effectifs. Mais on pense que le chaînon manquant, évidemment, ce serait l'équipe. Parce que c'est le dispositif entre les deux, comme le genou entre la cuisse et le mollet, qui permet... Je sais pas, ça passe bizarre tout seul. Ça passe bizarrement tout seul, c'est pas grave. Non, c'était pour voir si tu... Ça permet de canaliser, de concilier finalement l'un et l'autre. Et puis, il y a évidemment, avec le respect du vivant, la notion de performance collective et puis de réalisation personnelle. L'équipe est cette instance qui est un peu familiale dans une grosse organisation qui pourrait être comparée à un pays, par exemple, où on se sent appartenir à un pays, mais on se sent beaucoup plus, des fois, appartenir à sa famille. C'est plus proche de nous. Voilà, alors... Donc du coup, on répond déjà à la question, mais ça ne va pas vous surprendre, évidemment. En parlant d'équipe dans une assemblée comme la vôtre, on n'avait pas l'intention de vous dire que c'était le maillon faible, mais que c'était certainement le chaînon manquant. En même temps, certains, et on le rencontre régulièrement, ont des doutes sur le fait qu'investir sur l'équipe puisse avoir du sens et puisse avoir vraiment une efficacité. Parce que on entend, c'est des paroles de dirigeants qu'on peut entendre, les batailles d'experts très peu pour moi, donc je préfère encore décider tout seul dans mon coin. Impossible de les faire s'entendre, ou mon Dieu que c'est long de prendre cette décision. Je me rappelle d'un séminaire qu'on a animé tous les deux avec Paul, avec une très grosse équipe il y a 1 an et demi en arrière, où il y avait du taf, franchement, et on termine notre première journée, c'était un accompagnement sur 2 ans, on termine notre première journée et on était plutôt assez contents de ce qu'on avait réussi à faire et ce que l'équipe surtout avait réussi à faire. On prend un verre avec le patron le soir, il nous dit « tout ça pour ça ». Alors, il nous avait prévenu, il nous avait dit, moi l'équipe, j'y crois qu'à moitié, le one-to-one ça marche super bien, et en même temps j'ai bien compris que, d'ailleurs c'était même plus qu'une équipe, c'était un collectif, que j'ai besoin d'investir sur ce collectif parce qu'aujourd'hui je ne peux plus porter tout seul, sinon je vais m'épuiser. Mais en même temps, voilà, et il a eu l'honnêteté, le courage de confier les rênes à des gens qui ont peut-être un peu plus de talent que lui de réussir ça. Mais voilà, ces paroles-là, beaucoup le disent et beaucoup peuvent penser que finalement, comme le trombone, là au milieu de la chaîne, le maillon faible, ça pourrait être l'équipe. Et là, c'est un grand noir. Pourquoi ? Ah, parce que c'est moi qui n'ai pas appuyé sur le bon bouton, tout simplement. Alors, l'équipe, parce que la thématique de la journée, c'était la résilience. Donc, il faut quand même qu'à un moment donné, on vous explique pourquoi on rattache notre sujet à la résilience. Alors, c'est ce moment-là qui va arriver là sous vos yeux ébahis. Parce que, en fait, l'équipe, je pense que ça ressemble. Toi, tu as pris l'exemple de la famille et peut-être du pays. Il y a une notion un peu plus technique. Excusez-moi, mais ça me rappelle quelques souvenirs de physique. C'est ce qu'on appelle l'interaction forte. L'interaction forte, vous savez, normalement, en fait, on a appris à l'école, en général, on s'est arrêté à ce moment-là, qu'il y a une interaction gravitationnelle qui fait que les objets les plus gros attirent les objets les plus petits. C'est ce qui fait qu'on tient sur la Terre, d'ailleurs, qu'on ne vole pas dans l'air. Mais en même temps, si c'était vrai jusqu'au bout, on serait scotché contre la Terre, on serait tous écrabouillés par terre, on ne pourrait même plus bouger. Or, ça ne marche pas comme ça parce que dans le vivant, il y a d'autres formes d'interaction et notamment de l'interaction forte qui permet d'éviter que les cellules, les atomes, je ne vais pas rentrer dans le détail, et notamment toutes les cellules colorées n'explosent pas. Voilà. Et ça, c'est l'interaction forte. Et nous, on pense qu'il y a un parallèle avec l'équipe et qu'aujourd'hui, l'équipe est le maillon dans lequel les individus peuvent se retrouver et que l'équipe peut peut-être éviter à certains moments l'explosion de l'organisation. Et donc, si elle peut éviter l'explosion de l'organisation, probablement qu'elle peut éviter, enfin, en tout cas, qu'elle peut permettre les organisations d'aller beaucoup mieux. Voilà. Là, on vous donne les arguments pour vos prochains pitchs quand vous rencontrez vos clients. Regardez sur Wikipédia, interaction forte, c'est très instructif. Voilà. Parce qu'elle est agile, parce qu'elle est solide à la fois, parce qu'elle est globale et qu'elle est locale. Alors, on a un terme pour dire ça, c'est local maintenant. Et puis aussi parce qu'elle est à la fois capable d'être autonome et si on l'aide à se développer, elle est capable d'être ouverte aux autres et donc d'être interdépendante. Voilà. Alors du coup, puisque nos clients, et on l'a démontré de ce matin jusqu'à ce soir, ont besoin de résilience pour affronter les défis du monde actuel dans lequel ils évoluent, quelque part, ça nous ouvre un vrai boulevard. Alors,
sachant que le boulevard, c'est quand même pas mal de savoir dans quel sens on le prend, comment on va se véhiculer dedans. Et c'est sur cette partie-là qu'on va aller maintenant, puisque l'équipe, elle touche l'individu et l'organisation. Alors on va le faire au travers de deux focales. Construire un bon dispositif de coaching d'équipe, ça repose sur 2 leviers. T'as le premier. Le premier, ce sera la première partie de notre exposé, c'est donner de la structure à l'intervention. Nous croyons fondamentalement que le coaching d'équipe, ce n'est pas un travail d'improvisation. Même si le coaching, ça se passe dans le vivant et dans l'émergent, avec ce qui survient dans l'interaction, etc., etc., néanmoins, c'est un métier, donc quelque chose de structuré, de professionnel. Et donc, il faut avoir une bonne raison de faire ce qu'on fait, choisir le moment, avoir les bons outils pour occasionner les effets recherchés. Et donc, on va parler de la structure. Et cette structure permet de donner de la visibilité et de la lisibilité à ce que l'on fait, de telle façon à ce que l'équipe soit auto-portante du dispositif qu'on lui propose. Et puis le deuxième focus, c'est de parvenir à changer la vibration de l'équipe. Et pour ça, il faut changer la nôtre. On s'en expliquera tout à l'heure. Voilà. Alors, on commence par la première. La première partie, c'est... Alors, on a un modèle que je vais vous présenter tout de suite en quelques mots qui s'appelle le modèle des énergies. Donc, forcément, comment est-ce qu'on s'appuie sur les énergies en présence pour avoir une vision complète du système. Alors, on n'est pas très à l'aise avec le mot diagnostic, qui est quand même un mot qui est plutôt tourné vers le passé, mais en même temps, il est extrêmement important dans nos métiers, et je crois que ça a été largement développé aussi, encore plus important quand on s'approche du coaching d'organisation. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir la vision la plus complète d'un système? Alors, on n'a pas la prétention d'avoir la réponse exacte à cette question, mais en tout cas, nous, on utilise pour ça, en complément d'autres approches dont on parlera juste après, on s'appuie sur notre modèle, assez facile à comprendre, à retenir, 4 énergies, l'énergie de la Terre, que vous devinez déjà, c'est l'énergie de la solidité, de la stabilité, de l'ancrage, du modèle de réussite, du regard fort et positif que l'on peut porter sur les choses et sur les membres de l'équipe. L'eau, c'est l'élément du lien, c'est la matrice de la vie, c'est l'élément de l'échange. Tous les échanges. On a parlé tout à l'heure de vérité dans la présentation sur l'élément humain. Dans l'eau, il y a la vérité, la capacité à se dire les choses et pas que les choses les plus agréables qui soient. On n'est pas dans une eau tiède, on est dans une eau qui peut être froide, qui peut être chaude, et on l'accepte parce que c'est ça qui bâtit la relation. Dans l'air, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, comment est-ce qu'on s'inspire, comment est-ce qu'on se laisse trouver par l'inspiration, la créativité, l'agilité, le sens, la vision. Et puis dans le feu, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre de la résultante. Donc, mais surtout, ce qui va nous intéresser, nous les coachs, dans le feu, c'est comment on aide une équipe à faire les premiers pas, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va l'aider à se centrer dans les premiers pas qui ensuite vont faire qu'elle fera les suivantes toute seule, puisque, on le rappelle, mais le coaching, c'est quand même une démarche essentiellement et basiquement responsabilisante. On ne porte pas le client. Voilà, et c'est ça qu'on va essayer de faire dans le feu, c'est-à-dire donner l'étincelle qui va permettre à la forêt, c'est pas un bel exemple ça, de prendre feu, on va dire à la cheminée, de bois dans la cheminée, de prendre feu. Je recommence ma bêtise. Alors, dans cette approche, évidemment, il n'y aura pas juste cette histoire d'énergie, mais on va combiner différentes approches pour essayer d'avoir la vision la plus complète possible. On a beaucoup parlé ce matin, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, des enjeux, donc des besoins aussi de l'entreprise, c'est évident. On a les aspirations des individus qui peuvent être très différentes, et puis on va avoir la signature énergétique de l'équipe que nous on va analyser au travers des 4 énergies, et enfin on va s'intéresser à son stade de maturité. Là-dessus, nous, le modèle qu'on continue à utiliser, c'est celui que Olivier nous a appris, on n'en a pas trouvé de meilleur pour l'instant. Mais toute la combinaison de ces éléments-là va nous permettre d'avoir la vision la plus complète possible du système équipe. On rappelle que, et c'est important pour nous de le dire, que la signature des individus n'est pas la somme de signatures individus, n'est pas la signature collective. Pour prendre le meilleur des exemples, au-delà de la corbeille de fruits dont on comprend bien ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que vous pouvez trouver assez classiquement des équipes de commerciaux qui sont très feu, centrées sur le résultat, le challenge, l'ambition, et qui pour autant peuvent avoir des comportements très haut, voire même de l'eau très basse, c'est-à-dire juste d'une espèce d'illusion, de convivialité, de moments où on déconne, où on tire tout un peu vers le bas et où on a de la difficulté à rentrer dedans, mais ils peuvent avoir une signature collective très haut, alors qu'en fait, ils sont individuellement très feux. Donc c'est juste pour rappeler qu'effectivement, c'est jamais aussi simple que d'additionner les choses pour trouver la couleur du dessus.
Voilà, alors un petit exemple, c'est un codir que j'ai accompagné il y a 2 ans en arrière. Leurs enjeux, c'était clairement un besoin d'air, c'est-à-dire c'est une entreprise qui était leader sur son marché depuis assez longtemps, mais qui était confrontée à des nouveaux acteurs et qui avait besoin de se réinventer. Et pas de se réinventer juste en copiant ce que les nouveaux acteurs étaient en train d'apporter, ça on le sait, ça ne marche pas. Donc elle avait besoin de se réinventer en profondeur et d'inventer le nouveau modèle de gagnant de demain. Donc c'est un vrai besoin d'air cette fois-ci. Pour autant, les individus de cette entreprise, et notamment du CODIR, c'était des gens très alignés d'ailleurs avec le secteur d'activité, qui étaient terre et feu, des vrais guerriers experts. On avait vraiment affaire à des gens qui étaient dans l'entreprise, la plupart depuis 20 à 30 ans, et qui étaient vraiment très ancrés sur leur expertise et la maîtrise de leur domaine. Et puis, l'actionnaire avait recruté un DG et un DRH très R. Alors, ils n'avaient pas fait l'analyse à notre place, mais en fait, ils avaient aligné le besoin et puis les personnalités qui faisaient rentrer dans l'entreprise. Pour autant, la signature du CODIR, malgré la présence de ces 2 personnalités très R, s'est avérée être extrêmement terre. Donc, ils avaient gardé le côté expert, ils avaient gardé ça, mais surtout, en fait, parce qu'ils étaient dans un marché et dans une construction et dans une culture d'entreprise qui était basée sur l'humilité et la discrétion. On était les meilleurs sur le marché, mais on le criait surtout pas sur les toits. Vivons heureux, vivons cachés. Ils étaient vraiment dans ce type de logique qui avait été gagnante pendant longtemps, puis qui à un moment donné l'est un peu moins. Et en revanche, la maturité, qui n'a donc rien à voir avec la signature, était plutôt faible, hein, une convivialité de surface, on évite les conflits, et donc on est plutôt dans la recherche de consensus mou, et surtout on est complètement fermé à l'extérieur. Donc vous imaginez bien ce qui se passe au moment où vous avez un DG et un DRH qui arrivent avec une signature individuelle différente, avec une volonté de changer l'entreprise, qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas de la boîte. Donc vous imaginez bien à quel point, à ce moment-là, on a besoin de faire travailler le système sur la façon dont il va accepter ou pas la transformation qui lui est proposée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de vision globale du système équipe. Et pourquoi on fait ce travail-là ? Parce que, Paul l'a dit, c'est un point de départ qui nous permet de travailler en transparence avec l'équipe, parce qu'effectivement, au travers de ça, y compris quand ils ne sont pas d'accord, parce que c'est OK, on va pouvoir poser une alliance solide. Or, on sait qu'il n'y a pas de transformation, au moins au début, il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas d'alliance. Et puis ça va nous donner aussi un cap, ce qui est pas mal quand même quand on se lance dans une intervention. Et entre les deux, la route, c'est-à-dire la stratégie de coaching. Je vais vous le faire 20 fois, ça. Tout ça pour en fait négocier en transparence, on l'a dit, mais ça nous paraît important, ça rejoint le principe qui avait été développé par l'élément humain. On ne va pas faire notre truc sous la table, on va le faire, on va le partager, on va le digérer, on va se l'approprier, on va l'amender. Le but n'est pas de tomber sur le diagnostic le plus exact qui soit, il n'existe pas, mais le but c'est vraiment au travers de cette discussion et de cette appropriation, de rentrer dans la création de ce qui va nous permettre ensuite de développer la maturité collective. Oui, si tu permets. Ce qui compte, ce n'est pas le diagnostic que le coach propose à son client, c'est le diagnostic que le client s'approprie sur lui-même. À ce moment-là, ça soulève de la motivation, de l'envie et donc de la vision éclairée, alors plus ou moins pertinente, mais en tout cas, elle est mobilisatrice d'énergie, celle que le client voit et veut. Ça tombe bien parce que je crois que c'est toi qui prends le relais. Ah bah, très bien. Et je vais te donner le bazar. Tu seras suivi sur les flèches. Okay. Très bien. Alors la deuxième partie, donc, je vous rappelle, c'est comment impacter le client, comment le faire changer de vibration pour qu'il puisse changer de comportement. Et pour ça, on va regarder comment nous changer, puisque dans notre introduction, on a dit qu'on vivait le coach comme le fou du roi, comme le joker, qui peut donc prendre plusieurs valeurs dans un jeu de cartes. Puis c'est celui qui a un chapeau à grelots et qui se permet de dire des vérités que les dirigeants supportent de la part d'un coach qui ne supporterait pas de la part d'un autre membre de leur cour. Alors on va regarder comment donc entraîner une équipe dans son spirale de réussite. D'abord une petite vidéo qui montre de façon un peu métaphorique comment faire entrer un collectif dans une résonance vibratoire. Alors ça paraît très facile et on va voir que ce n'est pas si difficile que ça en ce qui concerne l'expérience de physique qui est proposée. Rappelons que le phénomène de résonance est caractérisé par un transfert maximum d'énergie entre 2 systèmes oscillants et couplés. L'oscillateur actif, qui impose une excitation périodique, est appelé l'excitateur. L'oscillateur passif
qui subit cette excitation à cause de la présence du couplage est le résonateur. Lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum. En résumé, il y a possibilité de résonance entre deux oscillateurs lorsque ceux-ci ont la même fréquence propre et qu'ils sont couplés. Comme la fréquence propre d'un pendule simple ne dépend que de la longueur du fil, le transfert optimal d'énergie n'aura lieu qu'entre deux pendules de même longueur. Alors il va falloir effectivement, si le coach se veut excitateur du système client sur lequel il intervient, qu'il ajuste sa longueur d'onde à la vibration du client. Pour ça, le diagnostic va être précieux parce que ça va permettre d'avoir une hypothèse à la fois intuitive et synthétique, mais également analytique pour armer notre hypothèse. Et pouvoir la partager non seulement avec le dirigeant, mais avec l'équipe. Et à partir de là, on va modifier un certain nombre de choses dans notre posture, dans nos attitudes, dans nos propres comportements de coach, pour pouvoir entraîner le changement vibratoire. Alors, très clairement, très simplement, le coach, c'est le pont entre la situation actuelle de l'équipe et puis les objectifs qu'elle vise. Il y a donc une énergie initiale et puis des objectifs et une énergie cible. Il va falloir que nous sachions trouver le moyen en nous-mêmes, non seulement de porter des interventions de coaching, mais les porter dans la bonne vibration. Alors notre métier est assez particulier, parce que le métier du coaching est un peu, dans sa spécificité du moins, comme la très fine tranche de jambon entre deux grosses tranches de pain. On confond notre métier souvent avec l'ingénierie. L'ingénierie, ça commence par poser un diagnostic, et puis établir un planning, un agenda d'un séminaire ou d'une succession d'interventions. Alors il faut une compétence en structuration pour pouvoir intervenir sur une équipe, parce qu'encore une fois, l'équipe, elle est responsable, c'est souvent des dirigeants, ils ont envie de comprendre, ils ne vont pas se laisser emmener comme ça par n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ils ont besoin de se prendre en main, ce sont des leaders, des décideurs, il faut leur expliquer, leur soumettre et qu'ils s'approprient. Donc il faut un vrai travail d'ingénierie. Cela dit, on est loin de la spécificité du coaching quand on parle d'ingénierie. De la même manière, ensuite, une fois qu'on aura donc un itinéraire, on pourrait presque dire pédagogique, comme le font les formateurs, il va falloir animer, faciliter. Et faciliter, ce n'est pas un métier de coach, c'est un métier de faciliteur. Donc où se situe la spécificité du coaching d'équipe ? Eh bien, c'est justement cette petite tranche de jambon toute fine. Pour le dire autrement, il y a trois tranches dans cette pyramide, et puis la petite tranche du haut, c'est ce fameux coup de miroir, c'est le savoir-faire du coach qui, par un certain nombre de coacheries, comme j'aime à les appeler avec autodérision, des feedbacks, des questions puissantes, des reformulations, des métaphores, etc., va provoquer la prise de conscience, qui du coup déclenche un changement de vision, tout en sachant que la prise de conscience provoquant l'insight n'est pas suffisante pour provoquer le changement de comportement. Il va falloir autre chose, mais déjà ça part de là. Voilà. Alors donc notre métier, il est visible surtout dans ce qu'il n'est pas, dans ce en quoi il n'est pas spécifique. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand un client m'a dit « J'ai entendu parler de toi, je vois que tu interviennes sur notre équipe. Par contre, j'ai une proposition là d'un consultant. J'aimerais bien que tu me dises en quoi ta proposition va différer de celle du consultant, toi qui te prétends coach. » Parce qu'il me fait une offre avec un planning. Et puis apparemment, il a une bonne gueule, il va savoir faire des trucs sympas, il va bien animer les séquences. En quoi tu es différent, à part le fait que ton itinéraire sera peut-être légèrement différent? Je compte sur toi, Paul, pour, dans ta proposition, bien me montrer, et ce client-là m'a fait un grand cadeau, parce que je me suis retrouvé un peu embêté. On dit, mais comment je fais la différence? Moi, j'en sais rien. À l'époque, j'en savais rien. Grâce à lui, j'ai su un peu mieux, et maintenant, on peut partager ce qu'on se dit là. C'est qu'en fait, nous créons un dispositif miroir. L'architecture que l'on propose, c'est un certain nombre de séquences qui sont étalées dans le temps, soit ramassées sur un séminaire de team building, comme le disait Serge, dans le bon sens du mot team building, soit dans une succession d'accompagnements sur le terrain, en animation de réunion et autres. Il y a une intention stratégique. On l'a dit, il y a un diagnostic avec une situation de départ qui est porteuse d'insatisfaction.
puis une situation cible qui fait rêver parce qu'il y a une promesse d'un monde meilleur une fois qu'on sera rendu à cet endroit-là, et puis il y a un chemin à parcourir. Eh bien, le dispositif, chaque séquence miroir est censé provoquer une succession de déclics qui permettent au client de quitter son ancienne vision pour s'approprier la nouvelle, celle dont il a besoin, celle à laquelle il aspire. Alors, comme vous le savez, évidemment, la fameuse métaphore du type qui cherche ses clés sous le réverbère, non pas parce que c'est là qu'il les a perdues, mais parce que c'est là qu'il y a de la lumière, c'est fort stupide. Et pourtant, c'est ce qu'on fait souvent, hein. On cherche les problèmes, pardon, on cherche la solution au problème là où on a l'habitude de trouver des solutions. Mais si on a le problème, c'est peut-être parce que les solutions précédentes n'ont pas fonctionné. Et chercher au même endroit est probablement tout à fait inefficace. Au moins aléatoire, en tout cas. Oui, aléatoire. Alors, il va falloir chercher nos clés là où on ne les cherche pas. Et pour ça, notre métier, c'est de décadrer, d'où l'histoire du fou du roi, qui sort le client du champ de sa pertinence antérieure. C'est-à-dire, avant qu'il nous consulte, avant qu'il nous sollicite, il avait des croyances, il avait des valeurs qu'il va bien sûr garder, mais qu'il va devoir enrichir pour voir autrement, pour voir plus loin, pour voir plus précis, et pour penser surtout autrement, pour penser dans un autre mindset. Donc c'est ce qu'on a appelé il y a 10, 15, 20 ans le « thinking out of the box ». Ben oui, c'est pas que des mots, c'est une réalité qu'on pratique tous les jours en entreprise quand il s'agit de changer des modalités. Alors, on a un outil en coaching qui est très puissant, c'est dite la question puissante. Vous savez, la question qui retourne la tête du client, la question qui lui fait voir bon sang, mais c'est bien sûr ce que précédemment il ne voyait pas. Pourtant, ces questions puissantes, vous en connaissez tous, elles ne font pas forcément toujours des miracles. Je prendrai tout à l'heure un exemple. Si le terrain collectif est mal préparé, le client refuse la puissance de la question et il la prend simplement pour une question stupide. Imaginez que ce client-là, qui n'a pas l'air très content, c'est un individu, parce que c'est difficile de mettre en scène une image d'un collectif dans cette situation, mais le client vous raconte tout un tas de difficultés avec lesquelles il est aux prises. Et puis vous, sans préparation, sans avoir le lien suffisant avec le client, vous lui dites « Mais super, en quoi c'est une opportunité tout ce qui vous arrive ?» Le client vous dit « Tu ne m'as pas compris. Ce qui m'arrive, c'est des emmerdements, c'est pas une opportunité, c'est une galère. » Et donc ça rompt le lien. Des conneries comme ça, il ne faut pas en faire trop dans une carrière de coach ou dans une relation avec un client. Eh bien, ça, c'est typiquement la question parfaitement puissante qui invite le client à changer, à recadrer sa vision sur le problème en disant c'est pas un problème, c'est une opportunité, super le coach, sauf que si je suis pas préparé à vivre ce changement intérieur, je refuse la question et je la trouve stupide. Ça ne me sort pas du champ de ma pertinence, ça me renforce dans l'idée que j'ai bien raison et que je suis seul et que le coach ne me comprend pas. Voilà, donc il va s'agir dans notre métier, on a des jeux de Lego, des jeux de différentes sortes, on en a tous dans notre besace qui sont sympathiques, qui servent à créer des effets, alors des effets de cohésion, des effets de connaissance de soi, des effets d'acceptation de la différence, etc., etc. Mais vous savez bien que ces jeux n'ont vraiment de portée et d'impact que s'il y a des clés de lecture, des clés de décodage de ce qu'on a appris dans le jeu sur nous-mêmes avec ce qu'on vit dans l'entreprise, parce qu'on peut être les meilleurs copains du monde sur un radeau ou dans l'acrobranche et continuer à se faire la gueule le lendemain quand on est dans les locaux de l'entreprise. Donc il faut d'une part les clés, et d'autre part, il faut qu'il y ait une intention stratégique derrière et qu'elle soit connue et reconnue par l'équipe. Sinon, ils disent « Attendez, monsieur, on est des gens sérieux, on a beaucoup de boulot. Si c'est juste pour faire un tour en 2 chevaux ou faire de l'acrobranche, on a autre chose à faire. » Alors des fois, ils sont très contents, ça les détend. Mais également, on a besoin de sens, pour le coup, dans les activités qu'on propose. Alors la vraie question, c'est que ces exercices, ils ne sont pas là juste pour détendre et faire plaisir, ils sont là pour ouvrir. Ouvrir certes la tête, mais la vraie question, c'est comment ouvrir le cœur. Comment est-ce que le client va changer de vibration? J'en ai quasiment fini. La cerise sur le gâteau dans le coaching professionnel, pour moi, c'est clairement l'alignement du coach sur l'énergie cible, sur le comportement cible que doit acquérir le client. Il faut savoir l'incarner. Alors évidemment, vos questions peut-être vont venir là-dessus. Comment on fait? Quel genre d'exemple, etc. Mais ici, on s'arrêtera là, en vous disant simplement... On a quelques exemples. Dans cet exposé, que... Tu vas t'arrêter là? Je ne sais pas.
Voilà, il faut incarner l'énergie cible. Sinon, le client, vous lui parlez, mais c'est comme s'il ne comprenait pas la langue que vous lui tenez parce que ça ne parle pas à son cœur. Ça parle à sa tête, mais ça ne fait pas vibrer son cœur. Voilà, du coup tu vas pouvoir appuyer sur le bouton play. Ce qu'on se dit, c'est qu'une belle intervention de coaching, ça pourrait ressembler à ça. Au départ, on a une équipe qui est plus ou moins mal alignée, et puis on va utiliser ce qu'on sait bien faire en coaching, c'est-à-dire la différenciation, le partage de représentations, qui va créer des échanges, qui va disperser aussi un petit peu les énergies, mais qui finalement va permettre de se réaccorder et de trouver finalement ce qui est important. C'est un premier niveau d'alliance qui pourrait d'ailleurs donner l'illusion qu'on a terminé, mais en fait pas du tout, parce que là le coach va remettre un petit coup de désordre, parce qu'il va aller créer du chaos pour aller, maintenant que ce niveau d'alliance est créé, secouer le système pour le permettre de dépasser les croyances limitantes dans lesquelles il s'est enfermé. Et là, c'est là qu'on aura peut-être ces fameux changements de niveau 2 sur lesquels on fantasme tous dans nos interventions et qui vont peut-être permettre au système... Alors, bon, c'est là où il y a la limite de la vidéo, c'est qu'on a l'impression que ça revient au point de départ. Mais bien sûr, vous avez compris qu'on revient à un point de départ augmenté. Voilà. Et du coup, on va terminer avec ça, parce que comme ça, si vous avez des questions, parce que Paul, il vous a suggéré la question que vous allez nous poser, et on a préparé les réponses, donc ça serait cool. Mais c'est de dire que finalement, tout vibre dans cette relation coach-client. Ce qui vibre, on le sait, c'est ce qui vibre au travers du corps. Et le corps est notre instrument, hein, c'est notre caisse de résonance à nous les coachs. On ressent des choses à l'intérieur de nous dont on va se servir. Il y a l'âme qui va résonner aussi, le coaching de d'âme à âme qu'on va sentir autant dans le coaching individuel que dans le coaching d'équipe. Il va y avoir des connexions qu'on n'a même pas besoin de se dire, parce qu'on va partager des formes d'évidence ou de synchronicité, et ça c'est les connexions par l'esprit. Et on pourrait, mais là il faut une vraie autre conférence, ça sera pour l'année prochaine, se dire qu'au-delà de tout ça, il y a peut-être même une vibration qui existe, qui était essentielle, et ce qui serait de se rejoindre dans l'unité. Donc vous voyez, il y a tout ce travail à partir duquel on peut jouer pour rentrer à la fois dans la vibration du client, pour ensuite faire le pas de côté, le fameux pas de côté dont on parle tous quand on fait du coaching, mais de l'accompagner aussi dans la vibration. Pas juste avec la question puissante, avec tous les outils qu'on peut connaître, mais de jouer ça aussi dans la connexion et la vibration avec le client. Oui, ce qu'il faut dire, mais on ne l'a pas inventé, hein, plus que la thérapie, ce qui compte, c'est la relation au thérapeute. Et dans la relation, ce qui compte, c'est la qualité de présence du coach. Et dans la qualité de présence, il y a quelque part l'intention qui nous anime, qui doit être alignée avec notre vocation, notre identité de coach. Donc voilà, c'est tout un chemin de travail sur soi qui est proposé par cette perspective, qui est passionnant parce que finalement on est payé par nos clients pour nous épanouir, pour progresser, pour nous développer personnellement. Quel beau métier! Quel beau métier, effectivement. Merci pour cette présentation. Deux grands axes. Donner de la structure et de la lisibilité à l'intervention, et puis donc changer la vibration de l'équipe, en changeant soit sa vibration de coach. Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à Paul et Franck sur cette intervention ? Le temps que vous puissiez trouver l'inspiration, j'en relais une qui a été posée sur le chat. Et je crois que vous avez aussi tu as induit une question tout à l'heure, Paul, et ce serait intéressant d'y aller. Avant ça, quel est votre processus, votre méthode pour mesurer la signature énergétique ? Question qui était sur le chat. Ok, alors en fait c'est pas très compliqué puisqu'on vous a dit terre, eau, air, feu, on pose des questions de terre, d'eau, d'air et de feu à l'équipe et on regarde comment elle se situe. Pour qu'on approche la notion de signature, on le sait, il y a toujours deux types d'approches quand on veut mesurer quelque chose. Soit on a des approches qui permettent de regarder où on se situe sur l'ensemble des sujets, et puis il y a des approches plus discriminantes où on demande de faire un choix entre plusieurs types de comportements possibles. Donc on travaille beaucoup sur les comportements d'équipe.
Alors, dès qu'on parle d'évaluation, on a toujours deux sortes d'évaluation. Il y a l'évaluation pifométrique intuitive qui se déroule naturellement de façon un petit peu organique dans le cadre d'un entretien avec un dirigeant, puis au travers d'une observation de réunion, etc. On a très vite, vous le savez bien, une impression très forte et rarement on se trompe, car si on fait ces métiers-là, c'est parce qu'on a de l'empathie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'arc-bouter sur nos positions, être plein de certitude et d'arrogance dans le regard qu'on porte sur l'autre, mais il y a évidemment cette première perception globale. Et puis si on veut affiner, surtout si on veut partager, eh bien, il peut y avoir des outils de diagnostic systémique où on va faire des entretiens, on va faire des écoutes et des participations à des réunions pour en tirer des éléments qu'on va mettre en scène avec des schémas pour parler à l'équipe. Et puis enfin, il y a les 360 et autres questionnaires qui permettent de sortir des statistiques, etc., etc. Les trois peuvent exister et coexister de façon très féconde. Je vois une main qui se lève là-bas. Merci déjà pour cette présentation, qui est vraiment différente de ce qu'on peut entendre en coaching d'équipe. Donc déjà, bravo pour ça, je trouve que c'est hyper courageux. Et par contre, j'ai une question, parce que je me dis, des clients qui sont pas du tout au fait de ça, de l'énergie, des vibrations, qui sont plutôt pragmatiques et très orientés, on va dire pragmatiques, est-ce que vous arrivez à les convaincre de travailler avec vous? Comment vous faites? Non, on ne travaille pas avec eux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une très très bonne question. On va peut-être pas leur faire un exposé aussi complet, enfin complet, il est loin d'être complet, mais enfin en tout cas on va pas y aller les pieds dans le plat comme on l'a fait aujourd'hui. Et encore, parce que finalement, moi je me rends compte que de plus en plus, quand j'évolue dans ma pratique, je parle de ce modèle. Souvent j'en parle de manière, ce qui à mon avis est la meilleure façon de parler de tous nos outils, plutôt de manière simple, sans prétendre imposer un modèle qui pourrait être meilleur que tous les autres. Et donc, dans une conversation avec un dirigeant, c'est très simple à un moment donné de prendre une page de paperboard et lui dire « C'est sympa ce que je suis en train d'entendre là, j'ai l'impression que chez vous, il y a beaucoup d'air et que là, vous avez besoin d'un peu plus de terre. » En fait, ça passe tout seul. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première accroche, qu'on cumule avec d'autres, on vous l'a dit, avec des stades de maturité, qu'on cumule avec des diagnostics plus classiques et des termes plus classiques, ça fonctionne parce qu'on l'a embarqué. Et puis ensuite, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que ce modèle, il sous-tend nos architectures, c'est-à-dire que nos dispositifs, autant Paul que moi, à un moment donné, quand on fait une proposition à un client, on vérifie, tiens, est-ce que j'ai mis de la terre, de l'eau, de l'air et du feu là-dedans? Bah oui. Ah, tiens, non. Tiens, comme par hasard, j'étais pas très content de mon truc, il manque un peu de feu là-dessus. Donc ça nous sert à nous aussi, on n'est pas obligé de tout expliquer aux clients. C'est quelque chose qui sous-tend. Je pense que ça rejoint ce que disait la personne qui présentait juste avant, qui était par là, qui disait c'est dur de parler d'éléments humains parce qu'en fait, ça se vit. Plus que ça ne s'explique. Oui, terre, eau, air, feu, c'est des mots. Hein. On ne se paye pas avec des mots. On pourrait dire ABCD, bleu, vert, jaune, rouge, d'autres l'ont fait avant nous. Il existe le MBTI, il existe Success Insight, etc. Il y a plein de modèles, ils ne sont pas plus... L'essentiel, c'est d'être à l'aise avec l'un d'entre eux, et puis de bien le maîtriser. Et puis, on n'est pas obligé d'employer ces mots-là. Il y a des clients à qui ça parle tout de suite, tout seul, d'autres à qui ça parle moins. Mais de toute façon, la clé... c'est l'alliance dans le coaching. Il s'agit de créer de l'alliance. C'est dans la manière dont on écoute, dont on crée de la connivence à partir de feedback, à partir de reformulations pertinentes, à partir d'interventions puissantes, que le client conforte son alliance avec nous, et à partir de là, on peut lui raconter feu et reterre si on veut. Il va pas nous manger dans la main, mais il va adhérer volontiers parce que justement, il a changé son mindset, il a changé son regard sur le partenaire potentiel qu'il a. Très honnêtement, il arrive de plus en plus qu'on arrive bien en tête avec le modèle et qu'on dise ben voilà, vous êtes très si comme ça, etc. On a un modèle terre, eau, air, feu, voilà comment ça marche. On n'est pas les seuls à parler de terre, eau, air, feu. Hein. On n'a pas un monopole là-dessus. D'ailleurs, les modèles, c'est pas grand-chose. C'est juste une façon de structurer un échange. Donc, il arrive qu'on le fasse comme ça, puis il arrive aussi qu'on n'en parle jamais. Parce que ça ne vient pas. Alors, est-ce que ça ne vient pas parce qu'on a peur de le dire, parce que le client n'est pas réceptif? Tout à l'heure, monsieur disait, on a manqué de courage, on n'a pas dit les choses qu'on a dites plus tard. Je ne suis pas sûr qu'ils aient manqué de courage. Peut-être qu'il faut être deux pour pouvoir faire une alliance. Il faut aussi s'adapter à là où l'autre en est rendu dans sa maturité. On ne peut pas lui dire des vérités trop tôt.
Donc peut-être qu'ils n'ont pas manqué de courage, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de tact, au contraire, de ménager leurs effets au fur et à mesure et d'abattre leurs cartes au fur et à mesure que le collectif était disponible pour les digérer. Et je retiens ce que tu as partagé tout à l'heure. C'est trivial, mais ça fait sens pour moi et peut-être aussi pour certains d'entre vous. L'important, c'est que le client s'approprie le diagnostic. Effectivement, nous, on peut avoir des intentions stratégiques une fois qu'on est rentré dans le système et qu'on a compris peut-être des choses. Et l'important, oui, c'est l'appropriation que le client va en faire et l'énergie que ça va développer ou pas. Une dernière question, peut-être, pour Paul et Franck. Pour aller plus loin, alors il y en a une, très bien. Moi, je voudrais simplement que Paul et Franck développent la réponse à la question qu'ils se sont eux-mêmes posée ou qu'ils nous ont eux-mêmes soumise, c'est-à-dire qu'est-ce que le coach doit apprendre, qu'est-ce que le coach doit savoir faire pour incarner l'énergie cible dont son client a besoin pour passer, je dirais, du constat et même de l'appropriation à l'action. Alors, donc, on l'a compris, c'est ce que je trouvais rigolo dans la petite vidéo là, de la fin, c'est qu'il y a bien deux moments. Il y a le moment où vous allez plutôt rentrer en vibration avec l'équipe, et je pense que ça parle à tout le monde ici. On le ressent, il y a des moments où on sent si on est connecté avec l'équipe, que l'on accompagne ou pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se transférer en termes d'énergie, qui va être fluide. On pourrait même parler de flow à certains moments dans notre pratique. Et puis, il y a le moment où on doit faire ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire pas juste rester et accompagner l'équipe dans l'endroit où elle est, parce que sinon, à quoi on sert? Juste peut-être à faire du tambour avec eux, et du coup, ça rejoindrait le mauvais team building. Et non, on est là pour faire quelque chose, pour produire l'effet coaching, et donc, ce n'est qu'un élément de plus. Hein. On est d'accord que derrière tout ça, il y a des processus, il y a des architectures, il y a des exercices, il y a de la méthode, hein. Mais il y a cet élément de plus qui peut être de se dire, je joue avec cette énergie-là, et donc je me connecte avec l'énergie cible dont mon client, mon équipe cliente a besoin. Donc, par exemple, si je sens qu'elle est dispersée, eh ben, je vais me connecter avec ma concentration, avec mon calme. Si je sens qu'elle est sèche, si je sens qu'elle est plutôt qu'elle est dans le mental, qu'elle est coupée de ses émotions, ben moi, à l'intérieur de moi, je vais me reconnecter avec mes émotions. C'est tout ce qu'on apprend dans toutes les écoles de coaching, quand on apprend à ne pas être que dans le contenu de la conversation. On apprend à être aussi en train de vivre autre chose que juste réfléchir à ma prochaine question ou réfléchir à la réponse qu'il va me faire et au processus que je suis en train de dérouler. Tout ça, c'est important. Mais il peut y avoir un truc en plus qui est effectivement d'incarner non pas simplement le comportement cible, mais l'énergie cible dans laquelle on va essayer de rentrer. Moi, je me souviens, quand je me suis formé au coaching chez Olivier de Villard, qui est un ami qui est là, il y a, je sais plus, 20 ans ou 25 ans, on parlait des différents canaux de communication entre le coach et son client, puis du transfert systémique, etc. Donc le coach écoute ce que le client lui dit, il écoute la relation qui est instaurée par le client, il écoute aussi la relation que le client instaure avec la situation, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de canaux à comparer. Il ne faut surtout pas en faire une affaire intellectuelle, sinon on se perd dans des réflexions qui sont intellectuelles, stériles. Mais en même temps, c'est bien d'avoir les mots et la modélisation pour comprendre ce qui se joue dans l'intuition, dans la perception sensitive. Donc, l'énergie cible d'un client, il faudrait prendre des exemples, mais un client qui, je ne sais pas, j'en avais un là, tout à l'heure j'ai affiché pendant que Franck parlait de l'eau, en voici un autre. Le client qui manque d'élan vital ou qui manque d'enracinement, les gestes, les portées des actions qui sont prises par l'équipe manquent de puissance parce qu'elles manquent de point d'appui ou elles manquent d'impact parce qu'ils ne terminent pas les gestes. Ça, c'est pas de la terre, d'ailleurs, c'est du feu. Mais du coup, je me souviens très bien en supervision d'une coach qui me dit « Je t'ai entendu dans une vidéo parler de confrontation, je voudrais bien travailler la confrontation dans cette séance de supervision. » Ben évidemment, la pauvre, je l'ai confrontée. Parce que incarner le comportement cible, quand je dis la pauvre, c'est pour plaisanter, parce que c'est pas méchant, ça fait pas mal, la confrontation. Quand c'est fait gentiment, c'est fait dans la bonne alliance, dans la bonne posture, avec douceur, mais c'est là où ça percole, où le feedback est un feedback de pleine lune, qui touche au cœur, où la question puissante bascule la vision du client. En l'occurrence, c'était un individu, puisque c'était un coaching, une supervision de coach individuel. Mais
je me souviens très bien de ce déclic. Je me rappelle, elle avait peur de la confrontation. Elle me disait, je voudrais bien travailler à la confrontation. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Eh bien, on va devoir y aller alors. Et donc, je l'ai confrontée tout le long de la séance. Parce que incarner le comportement cible, c'est aussi ça. Donc, on va sentir de quoi le client a besoin, qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il désire. C'est 3 choses différentes. Mais souvent, ça va dans le même sens quand même. Et du coup, insensiblement, s'il manque de terre, on va être rigoureux, méthodique, très sur le contrat. S'il manque d'eau, on va être très dans la chaleur, dans la proximité, dans la fluidité, dans le partage de ressentis. S'il manque d'air, on va lui faire part de métaphores, on va l'agiter un peu, on va le questionner de façon impertinente, on va proposer des exercices de brainstorming et de créativité. On va le doubler sur sa droite, sur des sujets sur lesquels il n'ose pas tout à fait se donner les perspectives innovantes qu'il souhaiterait, etc., etc. Je n'ai pas dit l'exemple de feu, mais je te le laisse. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns qui nous ont fait l'amabilité de ne pas partir avec leur valise en courant, donc on va aussi peut-être respecter le timing. On garde le feu pour l'année prochaine. Super.